Ça, c'est des trucs à roulettes, par contre, il faut que j'évite les gestes parasites. Bah, c'est juste les gestes parasites, à la limite, on s'en fout, mais c'est juste. Les bruits. Ouais, les bruits, c'est chiant. Ça Ouais. s'entend énormément sur l'enregistrement. Ouais. Ouais, je vois. Bon, on est parti, écoute. Aujourd'hui, j'accueille donc Tristan Dupost, qui est. Qui a fait plusieurs choses en fait, finalement, qui était président du BDS à l'IAE l'année dernière, effectivement. Et qui est sportif à, j'ai envie de te dire, haut niveau. Enfin, est-ce qu'on peut appeler ça comme ça? C'est pas tout à fait à bon professionnel. niveau, oui, mais Bon niveau, ouais. haut niveau, non, parce que c'est un statut assez particulier dans le Ok, d'accord. Il y a eux, il y en a quelques-uns. Donc on pourra parler au cours de cette vidéo, mais moi Ouais. je dirais plutôt de bon niveau. De bon niveau, ok. Et donc, comment tu qualifies de bon niveau? Et ben justement, les artistes, c'est des artistes, mais les athlètes de haut niveau, ils vont être amenés à faire des compétitions internationales, là où moi j'ai pas encore le niveau pour en faire, mais moi j'ai quand même un gros niveau au niveau de la longue distance. Donc personnellement ça va être du semi-marathon, marathon et ultra-trail. Mais à mon âge, il y a quand même beaucoup d'étapes à passer pour acquérir un niveau de, Ouais, et puis il doit y avoir de malade. aussi, Et puis il y a de la grosse concurrence. Ouais. Ouais, et donc la concurrence principale, elle se traduit comment? C'est d'autres personnes d'autres clubs, c'est d'autres personnes d'autres écoles ou... En fait, il y a effectivement le sport universitaire. Personnellement, j'en fais pas partie parce que tu as cité le BDS, mais je suis aussi au BDE et tout ça. Donc pas trop le temps, mais peut-être que cette année, je vais essayer de trouver le temps pour faire les compétitions universitaires. Mais sinon, ça va être des gars d'autres clubs et en fonction de l'épreuve que je fais, ça va être des gars différents parce que le semi-marathon et l'ultra-trail, c'est des épreuves complètement différentes. C'est quoi l'ultra-trail? Je n'ai pas entendu parler. C'est des courses en montagne, donc sur des ultra-distances, en l'occurrence plus de 80 km. Et là-dessus, justement, je vais en avoir un en décembre. Et donc, concrètement, les mecs en semi-marathon, il va y avoir beaucoup de personnes du nord de la France, de la zone ouest surtout. Et alors qu'en montagne, évidemment, ça va être des gars des Alpes ou des Pyrénées, alors que nous, Normands, on a juste la Suisse normande pour aller faire ce qu'on appelle du niveau positif. Mais bon, donc tu trouves qu'ils ont un avantage du coup quand même? Ils ont évidemment un avantage, plusieurs déjà, parce qu'ils sont habitués à l'ère de montagne, à voir les globules et tout ça, enfin des capacités physiques intrinsèques à la montagne que nous on n'a pas, et puis évidemment leur terrain de jeu est bien meilleur que le nôtre. Mais ça c'est un avantage sur le trail, mais un énorme inconvénient sur les courses bien plates comme le marathon. D'accord, ok. Et toi, tu te spécialiserais plus du coup sur le plat, je pense? Ouais, à titre personnel en plus, je trouve. Enfin, c'est des épreuves complètement différentes. À titre personnel, je m'éclate plus à aller chercher un chrono et tout ça. Mais des fois, ça fait du bien d'aller courir en montagne sans optique de chrono, justement, juste pour aller se défouler, passer du bon temps avec les copains. C'est un peu bizarre quand on n'est pas dans le milieu de se dire ouais, trop cool, on va aller faire 80 bornes, on va finir au paysage genre 100 balles, on va finir avec un t-shirt finisher. Ouah, il y a des gens qui comprennent pas cet esprit, mais c'est un milieu qui est incroyable. En fait, il y a du coup différents types d'épreuves en athlétisme. Et la mienne, en fait, ça devient complètement un sport collectif. Sans les autres, on ne peut pas arriver à la fin. En marathon, c'est impossible d'en faire un tout seul, ou presque. Enfin, il faut avoir un mental d'acier pour arriver à ce genre de choses. Un ultra-trail, n'en parlons même pas. Donc, c'est l'aspect psychologique qui fait ça? Moi, j'adore l'aspect psychologique de l'endurance, parce que justement... D'être en équipe et d'être avec d'autres personnes. Absolument, mais en fait, c'est même tes concurrents, c'est pas tes coéquipiers. Ouais. On ne peut pas parler de coéquipiers, mais c'est comme le cyclisme. Dans le cyclisme, t'as le mec qui est devant toi, il va y avoir le mec de la Groupama et le mec de la FDJ, je sais pas si c'est des équipes pour toujours, mais bref, vous m'avez compris. Et ils vont se passer le lead pour prendre le vent. C'est le même principe en course à pied. Ok, d'accord, ok. Donc il y en a un qui va courir devant pour alléger l'effort de ceux qui sont derrière. Et moi, en termes de... En personne qui ne fait pas des sports au niveau comme toi, de bon niveau comme toi, ça me paraît peu comme avantage en fait, juste d'avoir un mec qui court devant toi, mais ça fait vraiment une différence? Indéniablement. En Normandie, avec des vents comme on a, tu peux pas... Ouais,
c'est un différentiel de fou. Et puis ne serait-ce qu'en fait avoir un gars à côté de soi sur 42 km, c'est pareil, psychologiquement t'es pas tout seul et tu craques pas quoi. Être accompagné, en fait c'est psychologique, c'est d'ailleurs prouvé scientifiquement et tout, c'est vraiment avoir des gars à côté de soi. Un peloton, c'est la base de l'endurance. Et tu penses que ça s'applique aussi pour les personnes qui vont courir, par exemple le week-end ou des trucs comme ça, que c'est mieux de le faire à plusieurs? Ah bah de toute façon, moi j'aurais toujours à cœur de dire que la course à pied c'est un sport de partage, d'émotion, et c'est mieux de le vivre à plusieurs plutôt que tout seul. Et d'ailleurs, bah, moi j'ai beaucoup d'amis qui me disent oui, moi je viendrai jamais courir avec toi, je vais clairement pas à ton allure et tout. Mais moi à chaque fois je leur dis écoutez, même si je vais traîner de la patte et je le sais, c'est un vrai plaisir pour moi. Quand j'ai des copains, je sais que j'en ai d'ailleurs grâce aux réseaux sociaux, quand je mets mes courses et tout, il y en a qui m'ont dit ouais Tristan, écoute, grâce à tes photos, et c'est pas une blague, hein, grâce à tes photos, grâce à tes vidéos, tu m'as redonné envie de courir. J'ai un de mes potes l'année dernière, il a tenté de faire un marathon, malheureusement il a fait une hydrocution pendant, mais enfin une hydrocution, pardon, qu'est-ce que je dis, un manque d'eau, j'ai oublié le terme. Ouais. Bon, on se comprend. Je vois que tu parles. Et du coup, il a fait ça parce que je partageais cette émotion via le sport, et je trouve que c'est hyper important. Et lui, il était aussi impliqué que toi dans les... Pas du tout, encore une fois, il avait... C'est pour ça, du coup, qu'il a ce problème-là. C'est un de mes potes en médecine, en fait. Donc, le mec en médecine, en première année, on a tous un pote qui a fait médecine, je pense. Les premières années, voilà, tu fais que ça de ta vie, t'es dans les bouquins. C'est ça. Et après, tu te dis, bah merde, j'ai quand même passé une année à rien faire, j'aimerais me reprendre. Et lui, bah, il s'est dit la course à pied parce que je lui ai montré, ça peut m'aider. Et bah, maintenant, il est dans le même club d'athlétisme que moi. Tu vois. Et toi, ça fait combien de temps que t'en fais en fait pour reprendre un peu les Alors, ça, c'est justement une des raisons pour lesquelles je suis pas encore au niveau, c'est parce que j'ai commencé très récemment l'athlétisme. Il y en a qui pensent, avec mon niveau, ça fait 15 ans que je fais, pas du tout. J'ai commencé il y a 3 ans et demi à peu près. Donc, en fait, c'est une question de métabolisme, je sais pas, peut-être aussi d'envie, ou il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'ai progressé aussi vite, mais c'est vrai que mes performances ne démontrent pas du tout le faible background, pour reprendre l'expression de Snake, dans le milieu, quoi. Donc là, en fait, tu es à un niveau plus élevé qu'une autre personne qui a peut-être fait autant de temps que toi, 3 ans de course, mais donc c'est peut-être l'envie, le métabolisme. Il y a d'autres aspects qui peuvent jouer, tu penses? Je pense que c'est... En vrai, la course à pied, c'est comme beaucoup de sports, c'est de la rigueur aussi. C'est vraiment, il faut y aller progressivement. Ça a été très difficile. D'ailleurs, j'ai eu des blessures à cause de ça. Des petites, c'est pas grave, mais des blessures parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se précipiter vers des objectifs. Oui, demain, je me fais un semi-marathon, alors que les gars, ils ont fait 8 km au maximum. C'est le genre de truc, c'est impossible. Et ça, c'est le genre de conneries que j'ai fait au tout début. Pour donner un ordre d'idée, du coup, on va dire qu'au bout de 2 semaines, j'ai fait un 10 km, et au bout de même pas 8 semaines, j'ai fait un 21. C'est complètement impossible à faire, ou presque. C'est difficile. Et à des allures, après ça dépend de l'allure, mais à des bonnes allures. Dans l'athlétisme. De base, je suis un gros sportif, mais pas l'athlétisme. C'était quoi tes sports avant? J'ai fait énormément de sports, mais ceux pour lesquels j'ai le plus envoyé, c'est la natation et le tennis. Et ça a joué, tu penses, sur tes performances? Parce que la natation, on se dit pas forcément que c'est un truc qui aide à c'est un milieu aussi. J'aimais bien aussi l'endurance dans la natation. D'accord. Et puis le tennis, pareil, il faut savoir tenir des matchs sur la longueur. Mais à aucun moment, sauf pour le tennis, et un peu mais c'est des mouvements différents. Les jambes, elles travaillent complètement différent. Là, c'est beaucoup d'impact, alors que dans les autres, alors certes, il y a les dérapages sur la terre battue au tennis, mais dans la natation, c'est quand même très linéaire, et juste le changement de ligne d'eau qui va faire qu'on tape sur les pieds, quoi. Ouais. Et du coup, ce que je voulais te demander, c'est par rapport à, justement, on en parlait un petit peu tout à l'heure, par rapport à ta semaine. Donc ta semaine, elle ressemble à quoi? Alors, ça, c'est assez variable. Parce que, en fait, la vie d'un sportif, et là je parle vraiment pour tous les sportifs, elle va être certes différente en fonction du niveau, mais elle va surtout être nuancée en fonction des objectifs futurs. En l'occurrence, pour un marathon, l'idéal c'est 10 semaines de préparation. Lorsqu'on veut faire un moins de 3 heures, quand c'est encore plus rétréci, c'est-à-dire vers 2h20, 2h30,
Là, il faut encore plus de prépa et encore plus d'intensité. Mais je pense que voilà, on va prendre pour point de départ, un marathon, c'est 10 semaines. Donc là, pour une préparation marathon, il faut 5 ou 4 entraînements par semaine. Moi, personnellement, j'aime bien goupiller lundi, mardi, lundi, j'ai entraînement au club. Mardi, je fais mon propre entraînement de mon côté. Mercredi, j'ai entraînement au club. Pause le jeudi. Vendredi, je fais mon entraînement de mon côté. Le samedi, parfois, je vais au club. Mais c'est le samedi matin, du coup, c'est un peu compliqué. Et le dimanche, là, c'est variable. Ou bien ma petite sortie du dimanche pour voir les coureurs du dimanche. Un vrai plaisir personnel. Ou alors être en course parce que j'aime beaucoup la course. L'esprit de mettre un dossard, et même pas forcément pour faire une performance, juste pour revoir les copains qu'on n'a pas vus des autres clubs et tout. Est-ce qu'il y a des grosses différences entre quand tu t'entraînes tout seul et quand tu t'entraînes en club? Oui, parce que déjà en club, moi je mets pas mes écouteurs, on discute entre nous, et puis d'ailleurs aussi c'est assez intéressant de pouvoir parler en courant, c'est un effort à faire que les gens, des fois quand tu leur dis ça, oui je suis capable de courir, de tenir une conversation sur 21 km, des gens qui te regardent en mode mais c'est pas possible. Et bah justement c'est un effort à faire parce que même en course il faut savoir communiquer, passe devant ou je sais pas quoi et pas seulement faire ça. Aller au club c'est aussi aller prendre une petite bière après l'entraînement. C'est un peu bizarre du coup de dire ça quand t'es normalement il faut satisfaire une bonne hygiène, mais bref. C'est du partage, alors que quand tu es tout seul, tu mets tes écouteurs, tu écoutes la petite musique du moment, tu fais quasiment attention à rien à part se vider la tête. En fait, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai commencé la course à pied. Moi, c'était un exutoire, un sentiment de se décrasser de la semaine. C'était en deuxième année d'études où c'était bien chaud, en DUT GEVA pour ceux qui connaissent. À Caen, c'était un peu vénère. et voilà, quand tu es tout seul, c'est vraiment une reprise avec toi-même où c'est décrochage complet, tu fais ton 10. Donc c'est ça qui te motive vraiment à faire du sport, tu penses? C'est le fait de pouvoir lâcher prise un peu et puis... Franchement, ça fait partie, ouais. Ça fait partie. Est-ce que tu penses qu'il y a une motivation sous-jacente principale qui peut jouer? Moi, la première, c'est vraiment décompresser. Ça, c'est indéniable. C'est surtout ça, ouais. Pour les gens qui me connaissent, je suis quelqu'un de qui a besoin de beaucoup d'énergie. Et se la vider, des fois, ça fait du bien. Et puis aussi, du fait de mes performances aussi, j'ai un esprit compétitif aujourd'hui qui n'est pas non plus prenant sur le reste, en fait. Alors évidemment, quand je me pointe un marathon, il y a quand même la bulle et tout. Je parle pas énormément juste avant le départ et tout. Voilà, moi c'est vraiment un esprit de je viens ici pour prendre du plaisir, je viens ici pour me vider la tête. C'est la sensation. C'est ça le truc qu'il faut retenir, c'est vraiment une histoire de sensation la course. Parce que ça m'intéresse pas mal les mecs comme toi qui sont super dynamiques, super motivés, là sur le plan sportif, mais justement j'allais te demander, est-ce que tu penses que ça se traduit aussi sur tes ambitions professionnelles, sur ce que tu fais à l'IE? Ah bah oui, en termes professionnels, dire qu'on est un sportif de haut ou bon niveau, c'est clair que ça fait la différence parce que c'est aussi des valeurs qu'on prône. Quelqu'un qui n'abandonne pas, ou presque, parce que ça peut arriver l'abandon, c'est quelqu'un qui va savoir aussi organiser son temps, parce qu'évidemment, quand tu as cours, que tu as tes trucs perso, que tu as aussi tes engagements associatifs dont je parlais, que ensuite tu as aussi entraînement, et puis il faut aussi manger, on n'a pas des jours de 36 heures, quoi. Donc c'est aussi, voilà, quand tu arrives devant un recruteur et que tu dis oui, j'ai ce palmarès en course à pied ou je ne sais quoi. Ah oui, donc tu as quand même un bon niveau. Bah oui, du coup c'est vrai. Donc ça demande de l'entraînement, de la rigueur, de savoir bien espacer son temps, être aussi adepte de l'inconnu, parce que et aussi aller chercher quelque chose de toujours plus fort. Toujours en revouloir et plus vite, plus loin et tout ça, quoi. Donc il y a beaucoup de psychologie intrinsèque et d'ailleurs aux différents sports. Chaque sport a des valeurs différentes. Le football ne va pas du tout prôner les mêmes valeurs que l'athlétisme, par exemple. Et tu penses qu'il y a des sports qui sont mieux que d'autres en termes des valeurs qu'elles apportent ou...
Alors, je suis un peu chauvin, du coup j'aurais tendance à dire que l'athlétisme prend énormément de valeur, mais ça serait vous mentir. Je pense que chaque sport a ses avantages, ses inconvénients, beaucoup d'avantages. L'inconvénient principal des sports comme ça, c'est que ça peut taper sur le corps et du coup, bah, voilà, quand on fait de la longue distance très tôt, moi je sais que j'aurais un petit peu des problèmes plus âgés. Évidemment, ça use plus vite. Mais oui, enfin, chaque sport va avec la personnalité de quelqu'un. Je sais que l'athlétisme me va complètement en termes de personnalité. Tout comme voilà, les gens qui font des sports collectifs vont être beaucoup plus amicaux, beaucoup plus avenants que quelqu'un qui pratique un sport individuel, type un boxeur. Un boxeur, voilà, ça va pas du tout être la même mentalité qu'un gars qui va faire du rugby, où ça va être voilà, l'esprit de corps qu'on connaît. Et tu parlais justement, tu l'avais dit de façon un peu anodine, genre faut trouver le temps pour manger. Mais ça, je voulais t'en parler aussi. La nutrition, parce que c'est un truc qui m'intéresse pas mal. Oui, alors. Moi, je pense que ça intéresse un peu tout le monde, tu vois. Mais... Alors, pareil, ceux qui me connaissent savent qu'en termes nutritionnels, je suis une pourriture. C'est vrai. Ça m'étonne, tu vois. Oui, parce qu'effectivement, j'ai le physique où on se dit le gars il a pas de graisse et tout, mais malheureusement, ça c'est clairement. C'est purement du métabolisme, ça. C'est purement du métabolisme, tout le monde me déteste. Alors. Il y a un autre point hyper important, c'est l'hydratation. L'hydratation hyper importante. Et là-dessus, moi je suis le plus clean de tous, je fais à peu près 3 ou 4 litres par jour. Ce qui reste assez conséquent, mais voilà, vous pouvez me croiser très 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 régulièrement à l'IAE avec une bouteille d'eau à la main ou un petit thé. Je suis pas très café, j'en ai pas besoin en plus, donc c'est parfait. Mais sinon en termes nutritionnels, c'est vrai que là-dessus moi j'ai des gros progrès à faire, surtout pour l'endurance où c'est hyper important. En revanche, quand j'ai des compétitions qui arrivent, des grosses compétitions type un ultra trail ou un trail, je dirais que 2 semaines avant je commence à me dire on va quand même mettre de côté les burgers et les frites aux rues et on va plutôt aller vers des féculents, plutôt des légumes, je mange beaucoup de fruits aussi. Mais c'est vrai que mes plats principaux, surtout aux rues, quand je vois des frites, des pizzas, des burgers, je lâche prise très souvent. Non mais c'est bien, enfin j'ai envie de te dire, tant mieux si tu peux profiter et en plus avoir une performance qui est plus qu'adéquate. Ouais, mais c'est pas égal quoi. Donc, non mais après tu vois, quand tu fais du sport comme toi, tu vas forcément te dire il y a des moments, faut que je lâche prise, faut que je mange un peu ce que je veux. Mais je pense que ça c'est valable à l'heure actuelle, mais est-ce que ce sera toujours dans 5 ans? Je sais pas, parce que tu sais, il y a les hormones qui vont arriver. Ouais, c'est vrai. À la con qui prend un guide à bière, va peut-être falloir que je me clean un peu à ce niveau-là. Ouais. Bah voilà, et donc en club, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton club? Donc c'est lequel? Moi je suis au Camp Athlétique Club. Camp Athlétique Club, le CAC. Justement, on parlait des sportifs de haut niveau, il y a Flavie Renoir, notre championne de l'IAE qui nous a rejoint cette année. Et puis oui, je pense qu'on est quand même pas mal dans l'IAE à en faire partie. Il y a même des professeurs qui sont au CAC. On a chacun nos trucs, ceux qui vont être sur la piste vont avoir leurs propres entraîneurs, nous on a nos coachs aussi. C'est des groupes en fonction du niveau. Voilà, je sais pas trop quoi dire. C'est le gros club de Caen quoi. Si le plus gros club. Se joindre à vous, c'est possible? Bien sûr, toute l'année on est. C'est pas que des sportifs. Ah non, et justement on est un gros club aussi sur la marche nordique. Bon, ça c'est généralement pas le truc qui fait ultra kiffer les étudiants et tout, mais on est un des gros clubs de la région et même nationale, je crois, si je dis pas de bêtises, au niveau de la marche nordique. Et justement, voilà, c'est tous les niveaux. Rien que pour moi, je suis dans les groupes hors stade. Donc, hors stade, c'est tout ce qui va se passer en dehors du stade d'athlétisme, comme l'indique son nom. Il y a 3 catégories. À titre personnel, du coup, je suis dans le groupe 1, donc là où c'est les meilleurs. Ensuite, il y a 2 et 3. Et justement, nous, du fait de la vitesse à laquelle on va, on a peu de femmes. Si je dis pas de bêtises, on en a 6 à l'heure actuelle sur un groupe une quarantaine, je dirais, ce qui est déjà très bien. Mais évidemment, pour les filles qui se disent tiens, quand même, par rapport aux gars, j'ai un petit peu de retard, et intégrer un groupe d'athlétisme, il n'y a absolument pas de souci parce que voilà, c'est fait pour aller vers tous les niveaux et
et aller vers toutes les personnes. Donc là, c'est mixte ou vous avez aussi des catégories genre hommes-femmes À l'entraînement, on mixte, ouais, il n'y a pas de... À l'entraînement, vous mixez après pour les... Et puis même pour les compètes, les courses, le départ, il se fait ce qu'on appelle en scratch. Ouais. Donc c'est tous les mixtes et le classement final se fait par sexe et par catégorie d'âge. Ouais. D'accord. Et pour les marathons, pour le coup, est-ce que tu as... parce que moi, j'ai fait un petit peu, je t'avais dit, un petit peu de semi-marathon cet été. Bon, pas du tout à un niveau extraordinaire. Mais du coup, je me demandais, est-ce que tu as des équipements que tu emmènes avec toi régulièrement en marathon? Ah oui, ouais. Tu peux nous en parler un peu? Alors, je vais commencer marathon et peut-être ultra trail. Et justement, en termes énorme. Ouais, énorme. Okay. Et justement, en termes alimentaires, je vais peut-être un petit peu me racheter par rapport à tout à l'heure. Vas-y. Donc, marathon, en tout cas, moi j'ai un sac qui est préparé tout le temps et c'est quasiment le même à chaque fois. Déjà, personnellement, pour me déplacer avant un marathon, c'est hors de question de porter des chaussures. C'est claquettes chaussettes. Ça, c'est officiel. Oui, moi, Tristan Dubas, je porte des claquettes chaussettes. Je vois ton regard. Mais franchement, pas se mettre de trucs sur les pieds avant et après, ça c'est... Et en vrai, sur les podiums, si tu regardes très souvent, les mecs qui sont en claquettes chaussettes ou en tongs. Mais genre quoi? Enfin, c'est quoi la logique? Parce que quand tu passes 42 bornes enfermées dans des chaussures, t'as besoin de respirer. Donc déjà, claquettes chaussettes. Et donc les claquettes, elles sont à tes pieds et ensuite elles sont dans ton sac pendant la course. Ramener au cas où une petite veste, un kawaii ou je ne sais quoi. Moi, je la mets tout le temps avant. Je cours toujours en débardeur, ça c'est, même s'il pleut, s'il vente et tout, toujours débardeur. D'ailleurs, même en hiver, il n'y a pas de souci. Mais ramener le petit kawaii pour se réchauffer avant, c'est important de garder la chaleur avant de partir. Sinon, avant et après, peut-être aussi. Ouais. Avant et après, bien sûr, sinon le lendemain, tu te réveilles, t'as un peu mal à la gorge. Et du coup, ensuite, le short et le débardeur, comme je dis, surtout pas oublier son dossard parce que sinon, il n'y a pas de course. La montre au poignet, hyper important, la montre au poignet pendant la course parce que comment est-ce qu'on peut vérifier son allure sans la montre? Alors, au jugé, c'est faisable après énormément d'années, mais quand même, avoir la montre pour regarder on a combien de kilomètres, son rythme cardiaque, est-ce qu'il est toujours bon et tout ça, on a beaucoup d'indicateurs. Donc, toi, tu es sur la petite smartwatch. Ouais, moi, pour pas faire de pub, c'est quoi comme marque quand même? Une Garmin. Garmin, ouais, c'est la référence. Il y en a de plus en plus et du coup il y a Suunto aussi qui est très bien dans le domaine, mais Apple Watch c'est vrai que chez nous on en voit très peu. Les coureurs du dimanche c'est très très bien, mais à haut niveau on n'en trouve pas. Ça m'étonne pas. Ouais. Et sauf ceux qui sont sponsorisés, mais je suis même pas sûr que Apple ait fait ce choix là. Et du coup donc ça c'est vraiment vestimentaire. Et sinon je pense que c'était aussi peut-être les petits tips. Moi personnellement c'est le NOC. Le NOC c'est une crème qui permet de limiter les frottements, donc au niveau des pieds et des dessous de bras aussi, parce que les dessous de bras, des fois, qu'ils prennent, ça frotte avec les mouvements, parce que mine de rien, les gens ils disent ouais, la course à pied c'est que les pieds. Non, pas du tout, il y a les abdos et il y a les épaules qui prennent hyper cher. Donc la crème NOC, ça c'est hyper bien pour la course d'endurance et j'en parlerai pour l'ultra trail. Et puis aussi, parce qu'on est un petit peu tous ravagés au niveau physique, le baume du tigre. Le baume du tigre, c'est vraiment super bien à s'appliquer avant une course pour se chauffer. Alors, il y a deux types de crème du tigre, de baume du tigre, pardon. Moi, j'utilise la rouge pour me chauffer avant une course, notamment au niveau des périostes, parce que je souffre de périostite. C'est assez typique, mais bref, on va dire que c'est une espèce de tendinite. Okay. Même si les médecins vont m'engueuler quand je vais dire ça. Et du coup, voilà, j'en applique sur les points où j'ai un petit peu des inflammations. Et donc ça fait toujours du bien. Et puis sinon, la petite Powerade avant un marathon. Donc pour ceux qui ne savent pas, du moins qui font le préjugé, surtout pas confondre Red Bull et Powerade. Red Bull, Monster et compagnie, ça c'est de la grosse merde. Avant les courses, faut surtout pas, ça fait balancer le rythme cardiaque. Et nous, ce qu'on recherche justement, c'est le freiner au maximum. La Powerade, c'est rempli de ce qu'on appelle des électrolytes. C'est quelque chose qui va favoriser l'hydratation sur les points qu'on a le plus besoin, les muscles qu'on a le plus besoin. En l'occurrence, nous, c'est le bas du corps. Et donc, la petite Powerade qui s'enfile avant la course, ça, c'est royal. Et ça permet de rester hydraté, donc ça apporte des minéraux, je crois, un truc comme ça. Et du coup, ça permet de rester hydraté pendant toute la course. Et quand il y en a au ravitaillement, quel plaisir. S'il vous plaît, mettez voilà, c'est ça. Ouais, exactement. Pendant les semi-marathons que j'avais fait, justement, il y avait des petits points de ravitaillement et là, ils mettaient des gros bidons d'électrolytes. Et pas toujours. Mais si c'est que de l'eau, c'est moins sympa. Si tu as encore 10 km à faire et que c'est que de l'eau,
Tu le sens, hein, tu sens vraiment que ça tire. Clairement. Ouais. Et du coup, bah, justement, pour les ravitaillements, ça peut être intéressant d'en discuter aussi. Donc c'est à peu près tous les 5 km, la plupart des courses c'est ça, je dirais même toutes. Tu as un ravitaillement à 5 km. Moi personnellement, c'est tous les 5 km c'est haut, direct haut, parce que franchement, la pointe de côté peut arriver direct et c'est fatal. Ça m'est déjà arrivé plus d'une fois, donc ça arrive une fois, mais pas deux, on essaie pas deux, et au final ça sera pas deux, puis pas trois, puis pas quatre, parce que ça arrive tout le temps. Ouais. Ça peut arriver du moins. Et puis surtout aussi, tous les 10 km, donc là c'est quand tu commences vraiment à faire du 42 ou plus en termes de distance, la banane, ou si un petit coup de moins bien, l'orange, parce que l'orange il va avoir comme effet de balancer un coup de jus énorme, et du coup tu repars vraiment en direct, c'est super, moi j'adore. Des fois d'ailleurs je prends une orange que j'enfile direct, que je mets direct dans la poubelle, et ensuite que je mange tranquille ma petite banane, mais la banane du coup ça va être beaucoup plus pour aller chercher dans les fibres et justement reconstituer les fibres qui sont cassées, et ça c'est hyper important d'en prendre une. Ouais, moi j'aime bien en prendre une tous les 10 km pour pouvoir continuer dans mon effort de longue durée. Ok, mais c'est que des petits snacks très légers, très. Ça va être un morceau de. Ouais, c'est un morceau de fruits, ouais. Et avant la course, un matin de course, admettons, est-ce que c'est justement tu prônes un gros petit déjeuner ou est-ce que c'est un petit truc Alors là-dessus, les nutritionnistes sont à peu près unanimes sur la question. Il ne faut surtout pas modifier ses habitudes de consommation. Ouais. Parce que voilà, si on bouffe trop le jour d'un marathon, clairement on va le sentir passer. Et quand ça passe, ça fait très mal. Donc ça non. Moi j'aime bien manger du chocolat, ça fait du bien le chocolat. D'ailleurs on a au ravitaillement parce que c'est naturellement un truc, le système de récompense fait que ça nous donne le sourire. Ouais. J'aime bien, alors là du coup c'est des magasins spécialisés qui en vendent, avoir une barre de myrtille énergisante aussi, qui apporte plein de magnésium, plein de trucs. Des fois il vaut mieux pas trop savoir ce que c'est, mais j'en mange quand même. Et puis aussi, j'ai un truc, surtout quand ça commence à 8 ou 9 heures, le gel antioxydant. L'antioxydant, ça a comme vertu de te réduire la fatigue et ça fait un bien fou. Un gel antioxydant? Ouais, tu sais, un petit truc comme ça que tu t'enfiles juste avant. Bon, il y en a qui diront c'est du dopage, c'est pas un produit dopant. Et donc c'est un espèce de gel que tu bois et... Tu le bois et puis tu trouves une poubelle, et moi 5 minutes avant le départ j'en prends. Antioxydant, d'accord. Et ça te permet du coup de faire... De réduire la fatigue, c'est vraiment un réducteur de fatigue. Et t'en prends un à peu près par... J'en prends un pour les très grosses courses. Pour les semi-marathons maintenant je prends rien, enfin c'est des distances où je les prends avec facilité. Okay. Alors que marathon et ultra trail, là antioxydant ça fait du bien. Et justement pour l'ultra trail, donc là ça va être tout il faut repartir de zéro limite, parce que du coup il y a un matériel obligatoire à avoir, à savoir couverture de survie, sifflet, parce que c'est un sport qu'on considère extrême. C'est quand même un endroit où il suffit juste d'un éboulement pour avoir des morts. Maintenant à l'UTMB, qui est donc la course dans le Mont Blanc, ça fait 2 éditions là. Non, pardon, on a eu un il y a l'année dernière, et c'est à la Diagonale des Fous à La Réunion où on a eu un aussi. Un arrêt cardiaque, ça peut arriver très vite, tout ça. Donc si on voit un concurrent à terre ou je sais pas quoi, il faut savoir l'aider directement. On lui met la couverture de survie. Enfin bref, il y a tout un matériel obligatoire au niveau sécuritaire. Et puis aussi, il faut avoir un change, parce que s'il pleut, pareil, si on attrape froid, ça nous met en danger aussi. Et puis, alors ça diverge en fonction de la distance. On va dire qu'environ pour 100 km de distance, on a l'obligation d'avoir 1,5 litre d'eau en partant. Donc une réserve pour avoir 1,5 litre d'eau. Moi en l'occurrence, je me balade souvent avec entre 1,5 litre et 2,5 litres, parce que comme je l'ai dit, je bois souvent, et donc mon corps ça suffit pas à faire un ultra entier. Ah non. Oui, au ravitaillement, non, ça justement ça prend à peu près 30 bornes à peu près, je dirais. Ok, d'accord. Sur un ultra trail, surtout quand on fait en juin ou en juillet, en montagne ça tape fort. Clairement, tu peux arriver sur des 9 ou 10 litres de consommation d'eau. Donc des ultras, t'en as fait combien là jusque-là? Alors j'en ai fait un, mais malheureusement c'est tombé pendant la canicule. Du coup j'ai dû abandonner à la moitié. C'était un 109 km et j'ai abandonné au 53e.
complètement en conscience. J'étais très bien dans mes jambes, très bien en alimentation, très bien en hydratation. Les gens me diront mais pourquoi t'as abandonné? Simplement parce que à l'époque j'avais 21 ans et à 21 ans tu commences l'ultra trail, t'es encore novice, tu sais pas trop à quoi t'attendre et personnellement j'ai envie de continuer dans ce sport et du coup j'avais vraiment pas envie de me tuer, d'avoir un mal parce qu'il y a plusieurs problèmes. Il suffit juste d'avoir un coup de chaud. Justement, j'ai un copain du club qui s'est pris un coup de chaud et il a pris quand même 1 ou 2 mois pour revenir au niveau qu'il a, alors que c'est largement le meilleur de notre groupe. Ouais. Et du coup, en conscience, j'ai fait ça. Et puis j'avais un semi-marathon la semaine d'après. Et, en l'occurrence, c'est le championnat de Normandie, donc j'étais très content de pouvoir y participer. Mais voilà, ça reste la petite déception. Ça, c'est mon seul abandon d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai dit ou presque tout à l'heure. C'est mon seul abandon en compétition. Mais je reste quand même très fier d'avoir fait 53 km. Et il faisait donc 26 degrés à minuit et 34 degrés à 10h du mat. Juste pour un petit peu. Ah oui, et donc ça te prend combien de temps à peu près 53 bornes et du coup c'était 3000 mètres de dénivelé positif. Donc si on aplatit, ça fait à peu près 80 km. On considère que 100 mètres de dénivelé positif égale 1 km. Du coup, comme on avait, je crois que c'était précisément 2800, ça fait donc 28 km si on aplatit tout. Donc là, il y en avait pour 10h, 10h30, sachant que je prenais vraiment mon temps au ravitaillement. Et justement, ça c'est finalement une très bonne expérience parce que je sais maintenant comment mieux appréhender mes courses, parce que je prenais clairement trop de temps au ravitaillement. Je dirais que sincèrement aujourd'hui je peux au moins réduire à 9h, 9h30 de course pour faire 53 km. Pour faire les 53. Et mais si tu faisais un ultra entier, ça te prend une journée clairement. Un 110 là, je partais. Dans mes objectifs, c'était de le faire en 18h. Là, clairement, vu les températures, c'était plus redescendu à 20h. Mais en gros, 20h pour faire 100 bornes. Et au niveau du sommeil, ça pose pas de problème? Ça, il faut être habitué. Clairement, on part à minuit. Et franchement, c'était trop bien. Enfin, on était dans les campagnes avec les vaches qu'on embêtait en train de dormir. T'entendais les cloches et tout. T'en avais même juste à côté de toi. C'était assez marrant. Mais ouais, en fait, on est tellement dans notre truc. C'est un shot d'adrénaline. Mais c'est pas pour rien qu'on dit qu'il y a des coureurs qui sont drogués. Je fais peut-être partie de ces gens-là, d'ailleurs, qui sait. Mais c'est vraiment, on a toutes les hormones du plaisir qui sont là. Donc, en fait, on continue. Mais par exemple, pour les grosses courses, donc là, c'est ce qu'on appelle des 100 miles, donc des 160 km à peu près, 168 pour les puristes. Et du coup, là, il faut au moins essayer de trouver un petit sommeil, sauf pour les meilleurs qui arrivent à le boucler en 22h, mais ces gens-là sont des extraterrestres. Mais pour les gens normaux comme toi et moi, on va dire que... Comme toi, plutôt. ça se boucle en 1 journée et demie, 2 jours de compétition. Là, tu as clairement besoin de faire des petites siestes. Mais c'est comme pour ceux qui suivent un petit peu la navigation, c'est des micro-siestes qu'on fait. C'est pas la grosse nuit de sommeil de 8 heures parce que sinon tu redémarres jamais. Tu as les méga crampes qui arrivent. C'est pas possible. Tu fais ta petite sieste de... Moi, j'adore les siestes de 12 minutes. Donc, je pense que je ferai mes petites siestes de 12 minutes. Hyper précis, c'est 12 minutes. C'est très précis parce que 15 minutes, tu as envie de continuer et 8 minutes, c'est pas assez, tu vois. Donc, moi, je sais qu'en tout cas, le jour où je m'attaquerai, si j'arrive à ce genre de distance, ça sera des petites siestes de 12 minutes pour recharger les batteries et tout. Parce que le sommeil, c'est important. Et donc là, tu as un ultra de prévu en décembre, c'est ça? Oui, c'est ça. Okay, alors, tu retentes l'objectif, quoi. Là, ça sera un 78 km. En fait, ça s'appelle la Saint-Élion puisque ça relie la ville de Saint-Étienne à celle de Lyon. C'est de nuit, normalement il neige, donc c'est en gros l'idée du truc, c'est en décembre. En gros, t'as froid, t'as les pieds mouillés. Comme si c'était déjà pas assez, là tu vas faire. Clairement, c'est l'armée, quoi. C'est les chasseurs alpins. Et t'as l'habitude de courir comme ça sous la neige? Enfin, ça t'arrive des fois? Alors sous la neige en Normandie, on y a fait. Ça fait peut-être pas ici, tu vois, mais sous l'eau, du coup, je suis plus qu'habitué. Et ça me posera pas de problème. Ça posera pas de problème. C'est juste pour les plaques de verglas où ça risque d'être un peu galère sur la fin, mais en gros, c'est de la concentration. C'est pour ça, en fait, moi, j'ai besoin aussi d'eau, beaucoup d'eau pour me concentrer. Et justement, je sens quand je monte des sommets ou quand je suis en descente, justement, tiens, il me manque mon eau parce que j'arrive plus à me concentrer, je commence à glisser et tout. Et là-dessus, justement, l'hydratation, c'est hyper importante parce que au moindre écart, on peut se faire une cheville et puis c'est la fin de la course. Et ça te permet de rester focus. Et ça permet de rester focus.
Ok, bah écoute Tristan, super intéressant. Je peux en parler pendant 36 heures. Non, mais je sais, mais en plus t'as un rendez-vous après il me semble, donc je vais pas te prendre trop de ton temps. Ouais. Mais super intéressant cette conversation. Et donc juste peut-être un petit mot de fin, qu'est-ce que tu recommanderais aux gens qui veulent se lancer dans le marathon, dans le semi-marathon ou dans des sports un peu plus... Lancez-vous. Clairement l'ultra trail on n'y arrive pas comme ça. Faut déjà je pense avoir une case de débloqué en haut pour y arriver. Faut pas se le cacher. Vous devez pas être nombreux en ultra je pense. On n'est pas très... Au niveau français, chez les jeunes déjà, franchement on doit être... je dirais on doit être une trentaine grand maximum. Genre vraiment donc c'est vraiment les plus motivés des plus motivés. Mais en vrai ouais on est vraiment pas beaucoup à se lancer sur des gros trucs de malade comme ça. Pour ceux qui veulent tenter en tout cas même un 10, un 21, il y en a, voilà, ils se disent, je l'entends souvent ça, ouais moi dans ma vie je vais faire un marathon, mais écoutez, foncez. C'est vrai qu'on n'a pas tous la chance à l'heure actuelle d'être disponible comme je peux l'être, ou du moins d'avoir cette envie de courir, mais je pense que chacun peut se lancer un objectif, et d'ailleurs quelle que soit la corpulence, alors ok, voilà, il y en a qui sont plus forts que d'autres, mais j'ai vu de tous les gabarits réussir à passer un marathon, et j'ai envie de dire c'est beaucoup plus beau. D'ailleurs la beauté du sport c'est justement qu'il y a même des handicapés qui arrivent à passer des lignes alors que voilà ils ont été amputés, ils ont un vécu de dingue, et ça je trouve que c'est encore plus beau. Et donc voilà, chaque personne peut vraiment faire un marathon, un marathon peut-être pas, mais en tout cas chaque personne peut faire un semi-marathon, ça j'en suis convaincu, parce que l'être humain c'est quelqu'un qui est habitué à bouger. Et voilà, c'est qu'une question d'envie, de motivation. Et si on a envie d'inscrire un jour dans sa vie, j'ai fait un semi, j'ai fait un marathon, et foncez, parce qu'il suffit juste d'être bien entouré, de savoir quoi faire et de surtout pas aller trop vite. Une phrase clé, et d'ailleurs les kinés ne font que me le répéter, la progression. Surtout pas dépasser les charges par rapport aux capacités, c'est très important. Petit à petit, ça demandera peut-être plus d'entraînement pour certaines personnes que pour d'autres, mais ça. Effectivement, je suis de ton avis, je pense que tout le monde peut y aller. Absolument. Tristan, merci à toi. Merci à tous. À bientôt.